Alors, bonjour à tous. À nouveau, c'est un plaisir de vous recevoir sur ce rendez-vous du podcast Connexion. Si c'est la première fois que vous suivez ce podcast, sachez que je suis José Herbert Ahododé, agronome socio-économiste de formation, titulaire donc d'un master spécialisé en économie et sociologie rurale. J'accompagne au quotidien les organisations professionnelles agricoles et les entrepreneurs à mieux performer dans leurs activités et à faciliter leur accès au financement agricole, l'accès au marché. Je fais un accompagnement sur toutes les chaînes de valeur des filières agricoles. Si vous avez un projet agricole, ce sera un plaisir de vous accompagner dans ce processus. Je suis également blogueur, auteur, et justement dans ce cadre, je vous invite à télécharger gratuitement votre exemplaire de l'e-book que j'ai rédigé avec l'appui de plusieurs entrepreneurs du Bénin et d'autres pays africains et au-delà, sous la préface de M. Ibrahima Théolam, qui est un entrepreneur consultant du Sénégal. Le lien est dans la barre de description. Il est offert et je serai ravi d'avoir votre feedback après lecture. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute de ce podcast qui est un échange, un partage d'expériences avec un jeune professionnel, avec un entrepreneur, une entrepreneur que vous allez découvrir. Et si vous avez aimé partager avec nous vos avis, et si vous souhaitez qu'on reçoive prochainement un autre invité, une autre invitée, c'est le moment de nous le dire dans l'espace commentaire. À bientôt. Bonjour à tous. À nouveau, c'est un plaisir de vous retrouver sur ce rendez-vous du podcast Connexion. C'est un rendez-vous d'échange avec des entrepreneurs, des jeunes professionnels sur le continent africain et au-delà. Aujourd'hui, pour cet épisode spécialement, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Bocquet. Emmanuel, bonsoir. J'espère que tu vas très bien. Bonsoir, très bien et chanté. C'est un plaisir, Emmanuel, de te recevoir sur ce podcast. Effectivement, on a reporté plus d'une fois, mais il se trouve qu'aujourd'hui, c'est le bon jour. J'espère que on pourra avoir une excellente conversation, comme d'habitude et comme les précédents épisodes du podcast. Donc, pour commencer, on a juste envie de savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et pour quelqu'un qui découvre Emmanuel pour la première fois, qu'est-ce que tu souhaiterais qu'on garde de toi? Eh bien, en quelques mots, bon, d'abord, je suis à Dakar et je suis impliqué dans un certain nombre d'activités centrées autour du e-commerce et du marketing digital et plus généralement du développement d'entreprises, que ce soit des PME ou des startups, avec des logiques de stratégie, de marketing digital, de campagne d'acquisition, de financement. Voilà. Et puis, comme vous l'entendez peut-être derrière moi, c'est l'heure de la prière. Je suis vraiment à Dakar. Effectivement, ça s'entend que c'est véritablement l'heure de la prière. C'est bien donc de te recevoir depuis Dakar où tu es et évidemment en lien avec tout ce que tu fais à Dakar dans l'écosystème du e-commerce. C'est véritablement un plaisir pour moi de te recevoir. On va aller davantage en profondeur pour que tu puisses nous dire, pour le profane, c'est quoi le e-commerce et précisément dans le contexte africain. Ah oui, il n'y a plus de fans, c'est fini. On est en 2022. Tout le monde sait ce que c'est que l'e-commerce. Tout le monde a acheté un maquillage ou un sac de riz sur Internet. Mais euh, je vais juste peut-être détailler ce que ça peut être au-delà
du schéma que tout le monde a en tête, du site web sur lequel je vais, je remplis mon panier, je paye ma commande, c'est-à-dire l'approche un peu européenne du e-commerce. On a beaucoup d'autres approches. La plus universelle, la plus connue, la plus utilisée, c'est celle des réseaux sociaux. Donc, ce sont des pages TikTok ou Facebook sur lesquelles il y a des produits à vendre. Et on contacte le commerçant via WhatsApp, on lui pose des questions, il envoie des photos, il envoie ses réponses, on passe sa commande. Et il y a plein d'intermédiaires, plein de choses compliquées avec des marketplaces où plusieurs marchands se mettent ensemble pour atteindre un seuil critique, et du e-commerce généraliste, des spécialistes. Enfin, bref, il y a tout un grand écosystème de e-commerce en Afrique de l'Ouest désormais, bien au-delà de la simple caricature du site web de vente en ligne. Donc, effectivement, il y a cette nuance-là à faire parce que parfois on confond et il y a certains acteurs qui disent que tant que ce n'est pas encore un site Internet, on ne pourrait pas appeler cette activité-là e-commerce parce qu'ils supposeraient, je dis bien, ils supposeraient que payer par WhatsApp ou payer par Facebook, ce n'est pas de l'e-commerce. Mais toi, l'avis du spécialiste, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en dis? Moi, je pense que dès lors que la décision d'achat se fait sur un support digital, c'est du e-commerce. Donc, si vous recevez un message WhatsApp en vous disant j'ai une voiture à vendre, viens l'essayer et tu payes en cash, je viens l'essayer, je paye en cash, c'est la décision d'achat. Elle s'est faite à cheval entre sur place et puis sur Internet. Donc là, on est un peu à cheval, on est à la limite du e-commerce. Mais il y a des. Je vais sur Facebook, je vois une paire de Nike, j'envoie un Facebook Messenger au propriétaire de la page en lui demandant c'est combien, est-ce que tu livres derrière la boulangerie jaune, est-ce que je peux l'avoir pour ce soir. Il me dit oui, tu payes comment? Je te payerai à la livraison en cash ou par Orange Money. Ça, c'est du vrai e-commerce, de bout en bout. Donc, il y a plein de formats et il ne faut pas s'arrêter au support. Effectivement, il y a plein de formats et je pense aussi que l'autre avantage quand on parle du e-commerce, tu me diras si je me trompe, c'est d'établir un peu la complémentarité entre justement tous ces formats-là, c'est-à-dire que vous pouvez autant avoir le site que d'avoir les relais sur les autres différents réseaux et tant que la vente s'opère, c'est que vous êtes dans l'activité. Euh, Parce qu'en fait, dans notre contexte, on a toujours noté une certaine réticence, malgré tout hein, ce qu'on dit, des gens à opérer des achats en ligne. Et c'est pour ça que tout se ramène finalement, très souvent la conversion se fait par canal WhatsApp parce qu'on discute avec voilà, de vrais gens, en griffe, au lieu de juste faire son achat sur un écran. Donc, la Ouais, en fait, complémentarité, c'est je une pense, spécificité qu'on a en Afrique parce que le e-commerce a décollé un peu en retard. Et donc, pendant toute une période, on n'a pas eu d'investisseurs sérieux qui ont lancé des sites de e-commerce vraiment costauds. Donc, ça a été le règne du bricoleur. Et donc, il suffisait de, voilà, vous avez fait une école d'ingénieur ou une fac de commerce, vous êtes jeune diplômé, vous ne savez pas quoi faire, vous lancez un site de e-commerce, c'est à la portée d'un adolescent. En 3 heures, vous avez monté votre site, vous êtes prêt à vendre. Donc, il y a plein de gens qui se sont lancés sous différentes formes. Et le résultat, c'est que les consommateurs ont été confrontés à des services catastrophiques. Parce que si vous êtes ingénieur, jeune diplômé ou l'école de commerce ou autre, vous ne savez pas ce que c'est que le service en fait. Et vous ne vous rendez pas compte à quel point c'est essentiel. Et donc, on a ruiné la confiance que pouvaient avoir les Africains dans les plateformes de vente en ligne parce qu'ils ont été confrontés pendant 10-15 ans à du bricolage, des plateformes qui naissaient, qui disparaissaient, des gens qui ne répondaient pas,
des ruptures de stock dans tous les sens. Donc, désormais, par défaut, le consommateur, il considère qu'il est face à des gens qui sont au minimum incompétents. Et donc, avant de passer une commande, il va appeler, il va faire son enquête. Donc, il va demander, et le produit, vous l'avez, il est où? OK, vous pouvez me livrer à quelle heure? Moi, je suis là. Vous allez livrer comment? D'accord. Et le paiement, je paye avant, je paye après. Est-ce que je peux payer par web? Est-ce que je peux payer en cash? Le consommateur est devenu l'architecte en fait du e-commerce et c'est lui qui impose sa loi parce que sinon il passe son chemin et il va se débrouiller autrement. Donc, Donc, évidemment, je pense qu'on est d'accord que c'est une crise de confiance parce que tous les présidents n'arrangent pas forcément les nouveaux acteurs qui se lancent parce qu'il y a l'ANAC aussi, comme on dit, chez nous, où je voilà. ne suis pas d'accord. C'est vrai qu'il y a des arnaqueurs parmi ces sites, mais très franchement, en 20 ans, moi, j'en ai pas rencontré. Alors, il y en a, il y a des arnaques nigérianes, les classiques, mais il y en a très peu. Et en fait, on fait porter aux quelques arnaqueurs une responsabilité qui, en fait, est celle d'incompétents. En fait, les gens n'ont pas peur de se faire arnaquer. Enfin, ils ont peur de se faire arnaquer, bien sûr, mais ce à quoi ils sont généralement confrontés et ce qui a effectivement ruiné la confiance, ce n'est pas des arnaqueurs, c'est des sites dont le service n'était juste pas disponible. On vous montre des produits, mais en fait, on ne les a pas, on ne peut pas vous livrer, ou bien le prix n'est pas le bon, ou bien en fait, on va vous livrer autre chose, ou bien on va vous livrer en 45 jours, enfin, des choses qui sont absurdes. Et c'est ça qui a ruiné la confiance du consommateur. Parce que l'arnaque, finalement, les gens s'y sont bien faits. Typiquement, le consommateur, il paye à la livraison. Donc, on peut pas l'arnaquer. Hein. Il voit, il contrôle, il vérifie la Il faut qu'il qualité, la voit le concordance. produit, qu'il contrôle Et, avant de payer. et ensuite, ils payent. Et donc, du coup, il n'y a pas d'arnaque. C'est pas possible de les arnaquer. Donc, en fait, le vrai souci, c'est pas tellement les arnaques, qui sont plus une légende urbaine qu'une réalité. Le vrai souci, c'est que le e-commerce s'est professionnalisé très tard. En fait, ça fait 2-3 ans que le e-commerce se professionnalise vraiment. Euh, les premiers à avoir lancé du e-commerce vraiment professionnel, c'est Cdiscount, Jumia, qui ont vraiment mis en place des choses un peu structurées. Et puis, 2-3 ans plus tard, le marché a commencé à suivre et il commence à y avoir un certain nombre de sites pro. Mais même sur des petits marchés comme le Sénégal, qui est le marché que je connais le mieux, on a 250 sites, et là je parle, on a 250 sites de e-commerce et 11 000 pages réseaux sociaux de e-commerce. Donc forcément, dans le tas, il y a beaucoup de gens qui sont des bricoleurs, qui sont des dilettantes, et donc on ne peut pas s'attendre à une qualité de service irréprochable avec mesure du taux de satisfaction client, rendu de monnaie impeccable. Enfin, bref, on est dans l'approximation pour une part de cet écosystème. Effectivement, mais quand je compare déjà avec les statistiques que tu nous donnes, Emmanuel, pour Dakar, sinon pour le Sénégal, évidemment, on suppose que tout n'est pas concentré à Dakar, qu'il y a dans d'autres villes voisines. Donc, enfin, si le tout fait 250, au Bénin où moi je suis, on est encore loin de là. Ça veut dire que déjà, la capitale a une certaine avance sur certaines autres capitales en Afrique. Et du coup, ça C'est vrai, le m'intéresse. Sénégal est plutôt en avance. Ouais. Ça m'intéresse que tu nous parles justement de l'environnement au Sénégal. C'est vrai que tu as parlé des acteurs qui ne sont pas tous structurés, mais il y a des grands pontes, comme on dit sûrement, qui ont su se faire une place. Et comment est-ce que ça se passe? Les petits côtoient les grands, c'est comment? Voilà, les petits côtoient les grands. En fait, le client, il est très rationnel. Donc, ce qu'il cherche, c'est le bon produit au bon prix avec le bon service. Le reste, c'est de la littérature. Donc, le bon produit, si vous êtes un petit site, mais que vous êtes spécialisé dans une niche et que vous fournissez des produits qui sont presque exclusivement trouvés chez vous, vous avez un avantage. Le prix, là encore, il y a beaucoup de sites web qui tablent sur le fait que les utilisateurs d'Internet sont des gens riches
et que le e-commerce c'est fait pour faire plus de marge que dans le commerce offline. Ce qui est complètement le contraire de ce qu'il faut faire, hein. C'est le contraire de ce qui se passe dans le reste du monde, hein. Mais du coup, il y a plein de sites de e-commerce qui sont globalement plus chers que ce que vous allez trouver au marché ou en ville. Et enfin, la qualité de service, bah, il y a plein de sites qui n'ont juste pas compris que c'est la clé, c'est la clé du volume. Si les gens n'ont pas confiance dans votre service, ils vont commander une fois pour tester, mais ce n'est pas avec ça que vous allez les fidéliser. Donc, c'est ces trois clés-là qui sont le bon produit, le bon prix et le bon service. Finalement, tout le monde est à égalité. Et je vais prendre un exemple au Sénégal. On a Auchan, la chaîne de supermarchés qui s'est installée, qui est un monstre au Sénégal, hein. Ils ont plus de 30 supermarchés. Ils font un chiffre d'affaires astronomique. C'est le premier commerçant du pays. Et ils ont lancé un site de e-commerce qui s'appelle auchan.sn où ils livrent une grande partie de leur offre sur Internet. Et donc, ils font des volumes qui sont relativement honorables. De grands volumes. Ce n'est pas pour t'arrêter, ça veut dire qu'ils ont pris le marché physique et aussi le marché virtuel. Alors, justement, pas tant que ça. Il se trouve qu'il y a de petits e-commerçants qui sont sur des cibles un peu similaires, mais qui, eux, ont dit, nous, on ne va pas prendre tous les produits Auchan, on va se positionner que sur les produits à plus forte, sur lesquels vous avez un vrai besoin d'urgence, vous avez besoin d'ampoules, vous avez besoin de café, vous avez besoin de pain. On va vous les livrer en 20 minutes. Et donc, il y a un site qui fait de la livraison en 20 minutes. Ils font des marges bien supérieures à ce qu'est Auchan, puisque le service, ce n'est pas le même. Ce n'est pas vous commandez et puis on vous livre dans l'après-midi ou le lendemain. Non, c'est 20 minutes plus tard, le produit est chez vous. Et donc, les marges sont supérieures. Il se trouve que ce site-là, aujourd'hui, fait plus de volume que Auchan. Donc, ça veut dire que les petits côtoient les grands et que tout le monde a sa chance. Si vous avez le bon produit au bon prix avec le bon service, vous êtes numéro 1, que vous vous appeliez Auchan ou que vous vous appeliez Taf Taf, qui est le petit site en question. Il se trouve que maintenant, ce n'est plus un petit site parce que quand je disais le bon produit au bon prix, au bon service, eux, ils ont tout misé sur le service et le service a cartonné. Et donc, c'est une autre façon de dire aussi que les marchés sont mûrs, la demande est là, mais en fait, l'offre, elle est plutôt récente au Sénégal, qui est peut-être le pays le plus en avance en Afrique de l'Ouest, devant la Côte d'Ivoire, devant le Bénin, devant le Cameroun. Mine de rien, au Sénégal, on a 256, donc c'est en volume, on a une offre qui est très supérieure, mais le nombre de commandes par jour sur l'ensemble du marché, ça fait que 2-3 ans qu'il décolle parce que, non pas parce que les gens sont devenus riches il y a 2-3 ans, non pas parce que les gens ont eu accès à Internet il y a 2-3 ans, c'est très longtemps que tout le monde est sur Facebook, mais c'est parce que depuis 2-3 ans, on a vraiment des offres professionnelles avec des produits de qualité, avec un service de qualité, avec des prix compétitifs. Et comme tu dis, le service, parce que donner l'assurance au client d'être livré en 20 minutes, c'est grand, hein, parce qu'on sait que de façon historique, nos commerces, enfin, nos ouvriers nous ont toujours menti. Et quand ils te disent 20 minutes, il faut savoir que c'est parti pour une journée. Du coup, quand tu proposes des services du genre et que justement vous réussissez à respecter ces délais-là, c'est un gros avantage en fait. Absolument. Et donc, du coup, il n'est pas nécessaire c'est pas forcément une course au prix le plus bas. Ce n'est pas le moins cher qui gagne, mais le moins cher a clairement l'avantage. Ce n'est pas celui qui a les produits les plus exclusifs qui gagne, parce qu'on peut trouver des produits équivalents, ou si quelqu'un a des produits exclusifs, assez vite, il y en a d'autres qui vont se positionner sur le même credo, mais c'est aussi celui qui fournira le meilleur service, le site web le plus ergonomique, le système de commande le plus rapide, le système de livraison le plus efficace. Il y a pas mal de critères. Ouais. Alors, oui, Emmanuel, effectivement, c'est très intéressant. Du coup, on a souvent pensé que
la passerelle par laquelle on passe justement pour opérer ces achats-là, c'était ça qui constituait l'obstacle. C'est-à-dire que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le téléphone mobile, il y a aussi de plus en plus des facilités de paiement via la monnaie électronique. Ça fait que c'est toujours des solutions, hein, je pense. Mais on regarde des années précédentes et c'est vrai que tu dis que c'est parti, ça a eu un boom, disons, les 2, 3 dernières années. Et au début, et quand tu fais la comparaison avec ce qui se passe actuellement, les innovations qu'il y a, est-ce que tu penses qu'il y a des améliorations? Est-ce qu'il y a davantage de possibilités d'offrir de meilleure qualité de services surtout, faciliter les commandes? Tu as parlé de l'ergonomie, par exemple, des sites. C'est compliqué parfois, mais voilà quoi. Comment est-ce que quel est ton regard sur l'environnement ou pour surtout le service client? Sur la partie site, ça fait 10 ans qu'il y a sur le marché des outils pour faire des sites de vente en ligne hyper facilement. Facebook en propose, Google en propose, PrestaShop, Magento, il y en a dans tous les sens et c'est à la portée d'un adolescent. Vous avez 13 ans, vous savez lire et écrire, vous pouvez faire votre site, ça va prendre 30 minutes. Si vous découvrez, ça va vous prendre 3 jours. Donc concrètement, le problème n'est plus là. Le problème, il est dans la qualité de ce que vous faites. Et donc, c'est sûr qu'un adolescent, il va faire le truc comme il le sent, mais s'il n'a jamais été commerçant lui-même, si ce n'est pas un vrai commerçant, il ne va pas percuter sur les choses qui sont importantes pour ses clients, il va se faire des idées, il ne va pas écouter son client, enfin, il va faire des erreurs bêtes, entre guillemets, des erreurs de débutants. Et il ne faut pas lui en vouloir, puisque justement, il est débutant. Par contre, il y a des vrais commerçants qui, eux, s'y mettent. Et quand ce sont des vrais commerçants, mais au sens qualitatif du terme, c'est-à-dire des gens qui savent acquérir un client, qui savent écouter un client, qui savent fidéliser un client, ces gens-là, ils ont tous les outils pour faire ou faire des sites de qualité. Et donc, s'ils ne font pas des sites de qualité, j'ai envie de dire que c'est vraiment c'est de leur faute, quoi. Parce que les outils sont là, les best practices sont là. Vous aviez parlé du livre que j'avais écrit sur le e-commerce, il y a plein de best practices dedans. J'ai rien inventé du tout, hein. C'est à quelques exceptions près, tout existe depuis 10 ans. Il faut juste les mettre en œuvre dans le bon ordre et de la bonne façon. Et donc, il n'y a plus tellement d'excuses pour avoir un site mal foutu. Alors, c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de sites mal foutus, mais c'est juste simplement que ce ne sont pas des vrais e-commerçants ni des vrais commerçants. C'est des gens qui traitent ça comme une activité secondaire et qui se disent que sans faire d'efforts, ils vont devenir riches. Alors, ce qui est une erreur, hein. Sans faire d'efforts, on n'obtient jamais rien dans la vie, hein. Et du coup, si vous faites… du coup, en fait, tu supposes qu'ils ne se donnent pas assez justement pour pouvoir améliorer le site, faciliter la navigation, l'ajout au panier et tout ça aux clients. C'est ça, c'est vraiment, c'est de leur propre, ils sont responsables de leur propre échec. Ils n'écoutent pas leurs clients, ils n'étudient pas la concurrence, ils ne font pas l'effort d'être au niveau. Et puis, ça, c'est juste sur la partie informatique, sur laquelle moi, je considère qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses, parce que c'est tellement simple que vraiment, il n'y a plus d'excuses. Après, il y a le deuxième élément qui est plus difficile, c'est d'être un vrai commerçant. Et là, il n'y a plus du tout de digital, c'est vraiment être commerçant, c'est-à-dire acheter au bon prix, acheter les bons produits, de la bonne qualité, bien présenter ces produits, bien expliquer pourquoi ces produits sont de qualité et puis fixer un bon prix. Et puis ensuite délivrer un bon service. Ça, c'est ce que normalement tout bon commerçant sait faire. Le souci, c'est qu'on n'a pas que des bons commerçants, on a aussi des mauvais commerçants, des commerçants qui ont hérité d'une sorte de rente parce que je sais pas, leur père était commerçant ou parce que ils sont commerçants par défaut plutôt que d'être chômeurs, ils ont décidé d'être commerçants, mais ce n'est pas leur vocation. Et donc, ce ne sont pas de bons commerçants. Ils ne savent pas acheter leurs produits, ils ne savent pas vendre leurs produits, ils ne savent pas délivrer leurs services. Et donc, ça, c'est une autre raison d'échec, c'est que simplement, ce n'est pas des commerçants, c'est des bricoleurs. Ça, c'est en train de disparaître doucement. Le marché est en train de faire le tri. C'est-à-dire que voilà, si vous n'êtes pas un bon commerçant, vous n'allez pas avoir de clients. Enfin,
au contraire, vous êtes un bon commerçant, même si on sent que votre site il n'est pas parfait, il manque des trucs, mais que vos produits sont bons, les prix sont bons, le service est bon, même si votre site il est approximatif, personne ne vous en voudra, on achètera quand même chez vous. Effectivement, on se dit que parfois, même pour un site mal foutu, ça marche parce qu'il y a du service derrière, il y a un accompagnement, un parcours client, tout cela. Et je voudrais qu'on aborde maintenant un aspect qui me semble important, les marketplaces, qui sont comme des boutiques en ligne, mais des places de marché où tu peux avoir tout type de produits. Effectivement, tu as parlé de Jumia, il y a autant, et aussi de jeunes startups qui se lancent, qui ne sont pas forcément spécialisés sur des produits nichés, mais qui prennent en compte globalement des produits de consommation, des produits très utiles que nous exploitons au quotidien, et d'autres qui utilisent des modèles où ils permettent à d'autres individus, je sais que tu connais ces modèles-là, de créer des boutiques en même temps sur le site, de pouvoir donc vendre et récupérer des commissions. Est-ce que pour les entreprises que tu as accompagnées, c'est aussi ces formats-là? Est-ce qu'il y a aujourd'hui un format de choix ou que tu préconiserais? Moi, je ne suis pas fan des marketplaces. C'est le modèle le plus connu parce que c'est celui d'Amazon, le premier commerçant du monde. Il se trouve que c'est souvent un modèle transitoire. C'est-à-dire que si vous êtes un petit commerçant, vous êtes démarché par une marketplace qui vous dit « venez mettre vos produits chez nous, nous, on génère du trafic ». Et donc, fatalement, il y a des gens dans le trafic qu'on va générer qui vont arriver dans votre boutique et qui vont commander vos produits. Et donc, vous avez finalement très peu de choses à faire. Et donc, c'est une bonne technique pour toucher au e-commerce sans vraiment en faire. Le fait est qu'aujourd'hui, les marketplaces africaines marchent assez peu parce qu'ils travaillent avec des commerçants qui ne sont pas de bons commerçants. Enfin, disons qu'ils ont du mal à faire la distinction des bons commerçants et des mauvais commerçants. Qu'est-ce que c'est qu'un bon commerçant? Un bon commerçant, d'un point de vue d'une marketplace, c'est un commerçant qui connaît bien ses produits, qui est capable de les décrire à quelqu'un qui ne va pas les toucher et qui est capable de savoir en permanence combien il a de quel produit en stock à vendre. Et ça suffit. Il se trouve qu'il y a beaucoup de commerçants qui ne sont pas capables de faire ça. Donc, par exemple, Jumia a essuyé beaucoup de plâtre à ses débuts. Il travaillait avec des commerçants. Donc, chaque commerçant mettait 5 produits, 10 produits, 50 produits sur Jumia. Et puis, moi, client, j'arrive sur jumia.sn ou .bj. Je remplis mon panier avec 10, 15 produits. Et souvent, ces produits ne sont pas disponibles finalement. Et puis, au moment de me livrer, 3 jours plus tard, Jumia m'appelle, on me dit bon, alors oui, celui-là c'est bon, mais celui-là finalement on l'a plus, celui-là c'est bon, mais celui-là on l'a plus, celui-là on l'a plus non plus, mais on en a un autre, celui-là on l'a plus. Bon, c'est une blague, quoi. Donc, concrètement, si j'avais pris ma voiture et que j'étais allé en ville, le problème serait réglé. Tu aurais été satisfait. Donc, ça c'est le premier souci des marketplaces, c'est de travailler avec des marchands sérieux. Le fait est qu'un marchand sérieux, assez vite, il se rend compte que la commission que lui prend la marketplace n'est pas forcément pertinente et que c'est tellement facile de faire du e-commerce qu'il peut lui-même lancer son propre service. Et donc, généralement, la marketplace, c'est un outil d'éducation commerciale et d'éducation au e-commerce. Et donc, il y a beaucoup de e-commerçants assez connus qui ont démarré sur des marketplaces et qui se sont ensuite émancipés. L'autre chose qu'on reproche souvent aux marketplaces, et en particulier les grandes, c'est qu'elles jouent sur les deux tableaux. C'est-à-dire, d'une part, elles mettent en avant des marchands qui mettent leurs produits en ligne, et puis d'autre part, elles vendent leurs propres produits à elles marketplace. Et parfois, ce sont les mêmes produits. Et parfois, comme par hasard, c'est au même prix, ou c'est juste un peu moins cher, ou bien les produits qui tournent le mieux chez leurs marchands font leur apparition sur l'offre de la marketplace en concurrence de ces marchands-là. Donc, il y a eu beaucoup d'accusations d'abus de position dominante et de fraude, en fait, de la part d'Amazon. C'est également une inquiétude qu'on voit pas mal autour de Jumia. Et c'est assez logique qu'une marketplace soit tentée et en même temps accusée de ce genre de pratique. Donc, de mon point de vue, la marketplace, c'est un bon outil pour commencer.
mais c'est probablement juste un passage pour la plupart des commerçants sérieux qui embarquent sur une telle plateforme. Donc, c'est transitoire, comme tu dis. Et c'est vrai qu'il y a quelques années, on avait eu vent du fait que Jumia, précisément, puisque c'est le marchand qu'on connaît le plus grand quand même sur le continent, a eu des difficultés financières et qui voulait fermer aussi. Je sais que c'est un grand groupe, qu'ils y réussissent à tenir tant bien que mal. Est-ce que brièvement, tu peux parler de cet organisme-là et comment est-ce qu'ils réussissent à s'implanter en Afrique comme ça? Quel est le modèle? C'est un modèle de marketplace pur et dur au départ. Donc, en fait, le principe, c'est que eux, ils lèvent de l'argent. Donc, ils ont obtenu des millions de dollars de la part de financiers. Avec cet argent, ils font de la publicité et ils attirent des millions d'internautes sur une plateforme web ou mobile, ou mobile. Et ils font se rencontrer ces millions d'internautes avec les milliers de marchands qu'ils ont démarchés pour qu'ils placent leurs produits en ligne. Et puis, au passage, donc il y a des transactions qui se font, ils prennent leur commission et ils s'occupent de la partie livraison. Paiement, livraison, logistique, c'est Jumia qui gère. Donc, c'est un modèle qui est relativement simple. Vous avez la marketplace n'a pas besoin d'acheter de produits. Il n'y a pas de stock. Ce sont les marchands qui utilisent leur propre stock pour le vendre sur Jumia. Donc, finalement, ça nécessite seulement un investissement marketing pour amener les internautes face à ces marchands, pour toucher ensuite les commissions. Pour toucher ensuite les commissions. Mais c'est vrai que ça reste un modèle un peu difficile parce que vous êtes tributaire de la qualité de vos marchands. Donc, si vos marchands vendent des chinoiseries, en vous faisant croire que c'est de la qualité, ou bien qu'ils vous vendent des produits qui sont en fait plus en stock, ou bien que voilà, le produit n'est pas exactement comme il est décrit. Enfin bref, si vous êtes face à des commerçants qui ne sont pas des commerçants pro, eh ben, vous allez dégrader votre image auprès de tous vos consommateurs. Ça a été la grande souffrance de Jumia les premières années en Afrique de l'Ouest, de découvrir à quel point en fait, il fallait être derrière chaque marchand pour s'assurer que le produit était de qualité, le service était de qualité, etc. Donc les choses sont en train de se normaliser maintenant, mais ils ont du coup ils ont pris beaucoup de volume, mais ça a été un petit peu ce qu'on appelle la cavalerie, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment dépenser beaucoup de publicité pour obtenir beaucoup de chiffre d'affaires, et dès que la publicité baissait, le chiffre d'affaires baissait, et donc ça rendait l'atteinte de la rentabilité difficile. Donc, a priori, à ma connaissance, en Afrique de l'Ouest, ils ne sont pas encore arrivés à ce seuil de rentabilité. Oui. Et effectivement, c'est lié à l'écosystème, aux acteurs qui sont présents et qui investissent dans ce domaine. Et je voulais un peu faire la comparaison, à contrario de Amazon, qui véritablement dispose de stocks, qui met en place de grands magasins et qui véritablement se rapproche de plus en plus, qui travaille aussi à raccourcir les délais de livraison. C'est vrai que ça nécessite beaucoup de moyens pour avoir des systèmes du genre, mais j'ai lu aussi, hein, je t'ai lu et tu as dit que c'est l'avenir. Ça risque justement de donner une certaine primauté au commerce électronique, à la proximité et aussi au raccourcissement aussi, hein, des délais de livraison. Et est-ce que Amazon peut aussi véritablement mobiliser des ressources pour s'implanter sur le marché africain? C'est un risque aussi, hein. Tu l'as écrit. Oui, Amazon ou un autre, hein, ça peut être un Chinois, ça peut être, ou ça peut être un Nigérian. Hein. Il faut faire attention, les Nigérians sont très en avance et sont très, très agressifs dans leur développement et ils connaissent l'Afrique bien mieux que les Chinois ou les Américains. Pas oublier que le Nigeria est en Afrique de l'Ouest. Donc, je ne sais pas d'où viendra le danger, mais il est possible qu'ils ne viennent pas, enfin, qu'ils viennent de l'extérieur. Et danger au sens, après, peut-être que ce n'est pas si dangereux que ça, mais c'est vrai que si c'est Amazon, par exemple, Amazon, leur but, ce n'est pas de remplacer les sites de e-commerce. Amazon, leur objectif, c'est de remplacer les commerçants. Son approche, c'est de dire, bon, on n'a plus besoin de vous.
parce que en fait, vous servez à rien, vous êtes juste des intermédiaires. Vous allez acheter des produits en Chine, vous allez les revendre, on n'a pas besoin de vous. Nous, on achète en Chine, on fait venir des bateaux entiers, donc forcément, on est imbattable sur les prix, on est imbattable sur la taille de l'offre, et sous réserve qu'on fait un travail logistique correct, on a en plus un service de qualité. Par conséquent, vous, tous les commerçants, là, vous sortez, vous arrêtez, vous changez de métier, vous allez planter du riz, vous allez faire autre chose. Et du coup, Vous en partez fait, en ils sont Europe, mais nous, hyper on a pris le compétitifs. commerce. Ils sont Ils ont le hyper potentiel pour être compétitifs. hyper compétitifs. Ce qui protège l'Afrique de l'Ouest, c'est que ce sont des marchés très éclatés. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes installé à Cotonou ou à Dakar que vous allez pouvoir être actif à Dakar ou à Cotonou. Mine de rien, les distances sont très grandes, les routes sont très mauvaises, les frontières sont très corrompues. Et donc, il n'y a pas d'intégration africaine. Et donc, en fait, on est plein, ça n'existe pas l'Afrique au sens commercial du terme. Ce sont 54 pays, plus ou moins vaguement connectés, mais vous voulez livrer un smartphone de Dakar à Abidjan ou à Cotonou, eh bien, bonne chance. Hein. Votre smartphone, il va passer par Londres ou il va passer par Dubaï. Et ça va vous coûter 2 fois le prix du smartphone en transport. Donc, évidemment, je caricature un petit peu, mais je veux dire par là que pour Amazon, c'est compliqué parce qu'il ne peut pas construire un grand entrepôt et livrer toute l'Afrique de l'Ouest. Il a besoin de faire des investissements logistiques très importants et avec ça, il ne va pouvoir adresser que des petits marchés parce que le Sénégal, c'est 17 millions de personnes, le Bénin, vous êtes combien? 13, 14 millions? On tourne autour de 11 millions là 11 pour millions. le dernier recensement. Mais depuis, ça, vous êtes au moins à 12. Enfin bref. Ouais, disons 12 parce qu'il faut qu'on actualise. Mais comme tu sais, les recensements, c'est pas comme ailleurs, quoi. C'est pas chaque année. Hein. Oui. Mais en tout cas, effectivement, on est sur des petits marchés. Et puis après, il faut parler de l'éléphant qui est au milieu de la pièce. Hein, c'est que ce sont des pays qui sont pauvres. Donc, les gens qui ont les moyens d'acheter de l'équipement, ils ne sont pas nombreux. Donc, on a beau être 11 ou 12 millions. Miser sur la classe moyenne aussi, et ça La dépend de classe moyenne, elle est l'effectif. toute petite. Elle est toute Ça. petite. On parle de 100 000 personnes, 200 000 personnes, c'est tout petit. Donc, c'est l'équivalent d'une ville secondaire en Europe, quoi. Tout un pays africain. Donc, c'est compliqué pour les grandes plateformes de s'installer. Je pense qu'on est sur leur liste. Hein. Elles ont une liste de pays dans lesquels elles vont se déployer, chacune d'entre elles. Les grandes marques, hein, les Alibaba, les Amazon et compagnie. Mais on n'est pas tout en haut de la liste. Évidemment, ils iront d'abord au Kenya, en Égypte, en Afrique du Sud, puis au Nigeria. Oui, justement, ces pays qui Sénégal, ça offrent sera un peu à la fin. de meilleurs avantages, notamment en ce qui concerne l'écosystème entrepreneurial, tout simplement, et le grand marché, l'effectif, la population, et voilà quoi. Alors, c'est clair que vous ne vous attendez pas à me voir à cette partie précise du podcast. Je vous interromps justement pour vous dire de vous abonner. Rappelez-vous, la majorité de ceux qui suivent nos vidéos et les émissions du podcast ne s'abonnent pas. C'est le moment de le faire. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Faites-le et on continue juste après. Merci. Mais c'est vrai qu'ils vont quand même finir par venir à Cotonou, ils viendront à Dakar, ils viendront à Lomé, et il faudra être prêt. Et c'est donc peut-être pas si longtemps que ça. Et à défaut d'un Amazon, bah, ça sera peut-être une marque qui n'existe pas encore et qui va prendre le marché par surprise. Mais j'insiste, hein, toutes ces grandes marques de e-commerce existantes ou à venir, leur objectif, c'est pas de remplacer le e-commerce, c'est de remplacer le commerce. Donc, si le commerce n'est pas devenu du e-commerce, s'il n'a pas les armes pour se battre contre de tels géants, ben, il va disparaître. Ah oui. Parce que la proximité, c'est utile jusqu'à un certain point. Mais si votre seul avantage, c'est que vous êtes près des clients, vous allez vendre quelques petits produits de proximité, vous allez vendre des produits anti-moustiques, vous allez vendre du Coca-Cola, vous allez vendre des cigarettes,
Mais dès que quelqu'un va vouloir des choses un petit peu plus élaborées, il va aller sur le site de e-commerce, il va acheter au passage du Coca-Cola, des cigarettes et des produits anti-moustiques. Et Donc, puis, il est livré rapidement, ce qui fait que finalement, il n'a même pas besoin de se déplacer. Et je pense que cette pandémie-là qu'on a connue, la COVID, a boosté aussi justement le e-commerce, mais rapidement. Quel est ton regard sur ça, sur des dynamiques qui se sont enclenchées à l'issue de cette pandémie-là? Écoute, il y a deux effets. Il y a un effet aller qui est en train de s'essouffler maintenant, qui est qu'il y a eu des limitations en termes de déplacement qui ont fait que des gens ont découvert le e-commerce et que ça, on va dire qu'on a gagné 3 ans. C'est pas on a petit, gagné hein? en 3 ans, en une année, ce que le développement qui normalement aurait dû prendre 3 ans. Donc, ce n'est pas petit. Par contre, maintenant, il y a l'effet retour, et ça, c'est la crise économique liée au Covid, liée à la réduction du tourisme, aux réductions du commerce, à la hausse des matières premières. Et puis, bon, en plus, on a l'Ukraine qui pète et qui vient nous faire exploser le prix du carburant et des matières premières. Et ça couplé au Covid, ça va achever. Déjà, le Covid a tué énormément de PME. Avec les hausses des matières premières, là, du carburant, ça va en tuer encore plus. Il y a beaucoup de PME qui étaient en mode survie. Là, elles vont passer en mode, elles vont mourir, quoi. Et donc, toutes ces entreprises qui vont mourir, tous ces gens qui vont se retrouver au chômage, tout ce pouvoir d'achat qui va disparaître, ça va rendre les choses très dures pour les e-commerçants, mais pour tout le monde, hein. Ce n'est pas seulement pour les e-commerçants, c'est aussi pour les gens qui sont dans l'immobilier, dans l'automobile, dans tout ce qu'on veut. Tout le monde va souffrir. Et ça, c'est mon arbre, ça. Effectivement, tu quittes la survie, c'est la mort, quoi. Et puis ça continue parce que il y a cette crise, il y a aussi la guerre en Ukraine qui a véritablement envenimé la situation, notamment sur certains produits alimentaires. Et bon, quoi, si on va parler des effets de la crise, on finira pas cet entretien. Mais merci beaucoup, Emmanuel. Et c'est assez intéressant de discuter avec toi de ces enjeux. Revenons un peu sur le modèle que moi personnellement je côtoie un peu sur le continent et spécifiquement au Bénin, c'est que ce sont des entreprises qui négocient avec des entrepreneurs, notamment dans l'agroalimentaire et d'autres, qui récupèrent leurs produits, qui mettent en ligne, qui font de la communication dessus et qui font des marges, récupèrent des commissions sur les ventes. Et ça, c'est un modèle qu'on voit de plus en plus. Et j'essaie souvent de faire des comparaisons. Est-ce que c'est le même modèle avec celui du Sénégal? Et est-ce que ce modèle-là est véritablement porteur? Parce que, comme tu as dit, le commerce, tu n'es pas forcément obligé d'être le promoteur du produit que tu vends. Tu peux récupérer, et surtout si on sait que la majorité de nos entreprises n'ont pas de site Internet, n'ont pas de possibilité de vendre en ligne, c'est aussi une opportunité pour ces entreprises-là. Qu'est-ce que tu en penses? C'est effectivement en train de se développer au Sénégal depuis à peu près la même période, 2-3 ans maintenant. C'est en train d'accélérer et le Covid a mis vraiment un coup d'accélérateur sur le e-commerce, en particulier autour de tout ce qui est alimentaire. Il y a 3 ans, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas d'alimentaire en ligne. Maintenant, ça a vraiment explosé. On peut vraiment trouver de tout en ligne et les volumes ont suivi. Ce que les entrepreneurs sur ce créneau-là doivent comprendre, c'est que le prix est roi. Et donc, si vous utilisez Internet pour faire des marges sympas, tant mieux pour vous. Mais si au final, votre produit il est plus cher que ce que je peux moi trouver dans la boutique du coin ou au marché, je n'irai pas chez vous. L'alimentaire, c'est vraiment une question de prix. Dès lors que vous avez une qualité décente, c'est juste une question de prix. Internet doit être un moyen de faire des économies puisque vous n'avez plus besoin de payer un magasin, vous n'avez plus besoin de payer un caissier, vous n'avez plus besoin de payer un gardien. Et bien, cet argent-là, rendez-le aux clients sur le prix. Tirez vos prix vers le bas. Si vous êtes
moins cher que le marché. Le marché en ville, le marché en bas de chez vous, vous êtes moins cher que les petits commerçants du coin de rue, vous êtes moins cher que les commerçants de référence. Peu importe que votre site soit mal foutu, peu importe que personne ne vous connaisse, je vous garantis que vous allez cartonner. Inversement, vous n'avez rien de particulier qui vous différencie par rapport aux autres, vous avez les mêmes prix ou vous êtes même un peu plus cher, et ben, vous n'allez jamais décoller. Vous vous fatiguez pour rien, arrêtez, ça ne sert à rien ce que vous faites. Donc aujourd'hui, il y a très très peu d'entrepreneurs qui ont compris ça. La plupart voient dans Internet un moyen de faire de la marge. Or, Internet, ce n'est pas un moyen de faire de la marge, c'est un moyen de faire du volume. Vous pouvez multiplier par 100 vos volumes sur Internet grâce à des petites marges. Et du fait que c'est Internet, vous allez pouvoir optimiser la livraison, vous allez pouvoir industrialiser tout ça et vous allez pouvoir devenir le distributeur numéro 1 simplement parce que vous êtes moins cher. Donc, que vous vendiez du riz, des glaces au chocolat ou des boissons alcoolisées, peu importe, ce qui compte, c'est que vous ayez les produits de base, les produits dont tout le monde a besoin tout le temps, et que ces produits-là, vous les ayez à des tarifs vraiment avantageux, c'est-à-dire moins cher que les autres, hein, pas forcément beaucoup moins cher, juste un tout petit peu moins cher, ça suffit, et que votre service soit décent. Décent, ça veut dire que si je vois un produit, je l'achète, et ben on me le livre. Il n'y a pas de discussion là-dessus, ça ne doit pas faire l'objet d'une équation de oui, mais là, c'est la saison des pluies, en fait, notre Toujours fournisseur disponible. d'habitude, voilà, pas de rupture, pas de blabla, pas de retard, pas de délai, pas de surprise. Je vois, j'achète, on me livre, je paye. Ou dans un autre sens, dans un autre ordre, mais ça doit être linéaire. Et avec ça, on peut vraiment faire exploser les volumes parce qu'aujourd'hui, au Bénin en particulier, c'est vrai ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le Sénégal est très en avance sur le Bénin en termes d'offres. On va dire, en fait, c'est pas que le Sénégal est en avance par rapport au Bénin, c'est que le Bénin est en retard par rapport au Sénégal. On dit la même Bénin, chose il n'y a pas eu de grosses... dans un sens inverse. Ça revient un petit peu au même. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est de la responsabilité des entrepreneurs béninois de se dire, bon les gars, le marché est là, mais c'est simplement que personne s'est donné la peine d'aller le chercher pour de vrai, d'avoir un site parfait, d'avoir une offre complète, d'avoir des prix imbattables, d'avoir un service remarquable. Personne n'a fait ça. Donc du coup, tout le monde bricole avec des petits volumes de 5 livraisons par jour. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Rien. L'objectif, c'est 1000, 2000, 3000 livraisons par semaine. Et ça ne se fait pas par accident, ça ne se fait pas parce que j'ai mis des produits sur un site. Non, ça se fait avec une vraie détermination sur le bon tous les bons produits au bon prix avec le bon service. Effectivement. Et c'est le véritable enjeu. Nous, on pilote une initiative qui envisage aussi prendre des parts de marché donc, dans ce secteur. Ça nous intéresse particulièrement, surtout sur le secteur de l'agro-business. On évite un peu les produits frais parce que c'est compliqué parfois, voilà, sur la conservation et d'autres éléments. Mais de l'agroalimentaire déjà emballé, voilà, je pense que c'est une dynamique qu'on ne voit pas suffisamment chez nous. Et par contre, je voudrais que tu puisses un peu, au regard de ton expérience, nous dire les défis pour une startup, effectivement, qui souhaite se lancer sur ce champ-là. Quels sont les véritables défis? On a parlé du site, on a parlé du client, du service, mais est-ce que tu as d'autres éléments qui, véritablement, si ces éléments-là sont contrôlés, peuvent donc assurer la réussite de pareilles initiatives? Je ne sais pas si c'est vraiment un défi, mais c'est un manque ou un manquement qu'on rencontre fréquemment. Ce sont des startups qui pensent que, et d'ailleurs, ce n'est pas seulement dans le commerce, ce sont des startups qui pensent que parce qu'elles ont une bonne offre, les clients vont venir. En fait, ça ne marche pas du tout comme ça. Il faut d'abord avoir une bonne offre, en effet, et ensuite, il faut aller chercher les clients un par un. Et ça a un coût, et ça nécessite un état d'esprit
commerçants que tout le monde n'a pas. Et ça nécessite des budgets de communication que tout le monde n'a pas. Et donc, concrètement, quand vous vendez un produit 100 francs, il faut avoir en tête que vous allez, sur ces 100 francs, vous allez devoir dépenser 10 francs de publicité pour que ces 100 francs-là soient obtenus. Et si vous ne mettez pas ces 10 francs-là, vous n'obtiendrez pas les 100 francs. Donc, en fait, il faut aller chercher le trafic, il faut payer des campagnes de publicité. Sans ça, les internautes, ils ont autre chose à faire, ils regardent des vidéos de bébés chats sur TikTok, enfin, ils sont occupés, ils ont leur truc, ils n'ont pas besoin de vous. Donc, si vous avez besoin d'eux, et c'est le cas quand vous êtes commerçant, il faut que vous alliez chercher ces clients là où ils sont, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire des campagnes de communication, de vente, parce qu'on ne veut pas faire de la notoriété. La notoriété, ça ne se mange pas. On veut faire de la vente, donc il faut aller faire de la vente sur TikTok, il faut aller faire de la vente sur Instagram, il faut faire de la vente sur Facebook, il faut faire de la vente sur Google. Et du coup, c'est à la fois des compétences techniques, pas… Je pense que non, pas forcément, c'est parce que ça ne demande pas assez de compétences techniques. C'est pas très compliqué. Le blocage, c'est fait pour les adolescents. Oui, comme tu as dit. Mais le blocage, c'est surtout les ressources. Évidemment. Ça, le blocage, en fait, ce n'est pas les ressources, c'est un blocage psychologique autour des ressources. Parce que si je vous dis, donnez-moi 10 francs et je vous donne 100 francs, en tant que chef d'entreprise, vous allez immédiatement comprendre l'intérêt du truc. Et la question que vous allez me poser immédiatement, c'est est-ce que je peux me mettre plus que 10 francs? Évidemment, si je suis Facebook, je vais vous dire, bien sûr, donnez-moi 1000 francs et je vous donne 10 000 francs. Ou donnez-moi 10 000 francs, je vous donne 100 000 francs. Et en fait, c'est comme ça que ça marche. Le souci, c'est que si on n'utilise pas les bons outils, on ne sait pas que 10 francs donnent 100 francs. On a 10 francs qui rentrent d'un côté, on a 100 francs qui sortent de l'autre, mais on ne voit pas la connexion entre les deux. Et du coup, on a l'impression que ces 10 francs qu'on met, on a l'impression qu'on les jette par la fenêtre. Or, si on a les bons outils, on se rend compte que les 10 francs qu'on met d'un côté, c'est eux qui amènent les 100 francs de l'autre. Et dès lors qu'on a compris ça, on n'a plus de problème de revenus parce que vous avez besoin juste de 10 francs pour générer 100 francs. Mais les 10 francs, vous venez de les faire en marge sur votre précédente vente. Prenez cette marge-là, réinvestissez-la en publicité et augmentez votre chiffre d'affaires. Donc, vous n'avez pas besoin de lever des fonds pour ça. D'ailleurs, il y a très très peu de fonds d'investissement qui payent, entre guillemets, de la publicité pour des commerçants. Le e-commerce, c'est vraiment un domaine sur lequel les investisseurs ne se précipitent pas du tout. Donc, vous allez devoir faire ça seul. Et pour faire ça, il va falloir que vous sortiez de l'argent de votre business pour le remettre dans votre business et vous assurer qu'il revient bien dans votre business. Et ça nécessite ce qu'on appelle la traçabilité des ventes, c'est-à-dire être capable de faire la connexion entre une vente que je viens de faire, hop, 100 francs qui viennent d'arriver, et dire, oui, mais ces 100 francs-là, non, c'est pas seulement que je le réinjecte, c'est que je sais que ces 100 francs-là, je les ai réalisés grâce à telle action que j'ai faite dans le passé. Et donc, je sais que cet investissement, il a été pertinent. Et donc, je suis à l'aise pour le refaire en tant que chef d'entreprise. Par contre, si je ne sais pas, je vais balancer de l'argent. Puis, au bout d'un moment, je vais me dire, non, mais il faut que j'arrête. Là, j'envoie de l'argent par la fenêtre. Ce n'est pas raisonnable. Donc, cette traçabilité, cette capacité à remonter, c'est de la traçabilité ascendante. C'est-à-dire que je prends une vente et j'analyse quelle a été son origine. Ah bah tiens, c'est telle campagne que j'ai faite sur TikTok qui a généré cette vente. Ah tiens, cette vente-là aussi, c'est TikTok. Tiens, cette vente-là encore, c'est TikTok. Et ben donc, en fait, ce que j'ai fait sur Facebook, ce n'était pas très intéressant. Ce que j'ai fait sur TikTok, c'était génial. Je vais en refaire un, je vais remettre un budget TikTok, etc. Donc, ce pilotage-là, c'est ce qui manque à la plupart des startups parce que cette logique de réinvestissement et de traçabilité, c'est une logique qu'on ne voit pas vraiment dans le commerce traditionnel en Afrique. Oui, parce que la traçabilité, on en parle justement parce que ça permet de véritablement suivre les investissements et ça permet de pouvoir les réinjecter, comme tu as dit, mais surtout de suivre quelle action a généré les ressources. Mais Emmanuel, tu parlais de financement tout à l'heure. Est-ce qu'il y a, même si ce n'est pas du financement qui serait mobilisé pour soutenir des campagnes publicitaires, mais pour soutenir l'activité, parce qu'il faut déployer des plateformes, il faut une certaine logistique derrière. Est-ce qu'il y a eu des exemples que tu peux nous donner de startups qui ont réussi à mobiliser
du financement pour réaliser cette activité de e-commerce en Afrique? Ou ça n'existe pas du tout? Oui, si, ça Rassure-nous. existe. Donc, la plus connue, c'est Jumia, qui a été brièvement une licorne, c'est-à-dire dont la valorisation a atteint le milliard de dollars. Donc, c'est quand même une belle levée de fonds, hein, puisque ce n'est pas de l'argent qu'ils ont gagné eux-mêmes, c'est de l'argent qu'ils ont levé sur les marchés. Donc, ça, c'est l'exemple le plus connu. Ce n'est pas le plus vendeur, parce que la situation de Jumia aujourd'hui, elle est compliquée. Mais il y en a un autre qui a levé, je sais pas, je ne veux pas dire de bêtises, qui a levé une belle somme. Je demande aux internautes de se renseigner par eux-mêmes. C'est Africrea. Je crois que c'était au début de cette année ou en fin d'année dernière qui ont levé une belle somme. Et Africrea, c'est une marketplace de produits africains plutôt créatifs, le nom, qui est très orienté vers l'export. Donc voilà, vous êtes dans la diaspora africaine, ou bien simplement vous êtes en Europe, ou bien vous n'êtes pas en Europe, vous êtes en Afrique, ça marche aussi, et vous voulez acheter un pagne en bogolan avec des motifs de fou, vous allez sur Africrea et vous allez trouver votre bonheur. Donc eux, ils ont levé pas mal d'argent, ils vont pouvoir accélérer, mais c'est des arbres qui cachent les forêts. Ah oui, hein? La plupart des sites de e-commerce ne lèveront pas d'argent. Ils vont devoir se développer avec leurs propres moyens en réinvestissant leurs bénéfices. Donc, c'est un travail de longue haleine, quoi. Il faut 3 ans au moins pour créer une marque et la développer. Mais 3 ans, ce n'est pas si long que ça, hein. Mais ça veut dire 3 ans où vous allez vraiment vous donner à fond. Et puis, il vous faut quand même un petit peu de moyens, parce que c'est vrai qu'il faut payer quelques salaires, il faut être à plein temps. Donc, généralement, c'est un commerce classique qui devient un commerce digital en plus et qui le fait bien et qui, du coup, explose. C'est le modèle alternatif le plus crédible. L'avantage, c'est que si ça ne marche pas, on peut se reporter sur le commerce traditionnel et on peut abandonner l'activité digitale. L'inconvénient, c'est que du coup, vous n'avez pas la motivation de si ça ne marche pas, je suis mort. Du coup, vous avez tendance à faire le digital un peu en dilettante, en mode oui, bon, je ne vais pas trop me fatiguer, de toute façon, c'est mon activité traditionnelle qui me fait vivre. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on a plein de sites qui vivotent, mais en fait, ils devraient être morts, mais ils ne sont pas morts parce que Il y a leurs de temps en fondateurs temps une vente, de temps en temps, et puis bon, on espère quoi. ouais, ils arrivent à vivre par ailleurs, quoi, parce que Hmm. c'est derrière le gars, il est banquier ou il est fonctionnaire, et puis il gère ça à ses heures perdues. Ouais. Donc, on a un petit peu de tout. Mais c'est vrai que c'est compliqué de lever des fonds dans le e-commerce. Ce qui est plus facile, c'est d'aller voir une banque et de demander du fonds de roulement en disant, voilà, moi Ok. j'ai besoin d'acheter du stock pour vendre le stock. Donc, le stock, quelque part, c'est ma garantie. Donc, la banque peut mettre la main sur le container, s'assurer qu'il contient bien les produits qu'on veut vendre. On peut être transparent avec la banque sur le rythme de vente si le compte bancaire est hébergé au sein de la banque. Et même si nos banques ouest-africaines ne sont pas les championnes du monde du financement, là, on est dans une situation où logiquement, on devrait y arriver quand même. Après, il se trouve que les taux d'intérêt, ils piquent, hein. J'ai vu des commerçants payer plus de 20% d'intérêt à une banque simplement pour avoir du fonds de roulement. Donc, Et ça, c'est beaucoup pour une startup parce que c'est ça qui c'est bloque, énorme. oui. En gros, si vous faites 25% de marge, vous donnez 20% sur les 25 à votre banque. C'est pas raisonnable. Mais ça vous permet de fonctionner, ça vous permet d'avoir. Alors, et puis, vous pouvez aussi faire les choses un peu intelligemment, parce que si vous payez 25% de taux d'intérêt, ce qui, à mon avis, est honteux, hein, c'est scandaleux. Les États et les gouvernements devraient faire quelque chose. Ce n'est pas possible d'acheter un conteneur de riz et de payer 25% le temps de l'avoir écoulé. Bref, le fait est que 25%, c'est le taux d'intérêt annuel. Donc, si vous faites tourner votre stock, si votre stock il tourne tous les 2 mois, vous avez tout vendu, vous rachetez un container, et du coup, les 25%, en fait, vous les amortissez sur 6 cycles de vente sur l'année.
OK, Et donc, c'est beaucoup plus raisonnable. Mais effectivement. ça pique. Hein. Moi, si je suis commerçant et que la banque me fait payer 25%, je vous jure qu'il ne faut pas que mon banquier me croise tard la nuit, le soir, au Saint-Denis. Ah oui, effectivement, parce que en fait, c'est aussi cela qui fait que beaucoup sont réticents. Euh, il y a du potentiel, mais vu qu'il n'y a pas ce support financier des systèmes bancaires, parce qu'il y a les garanties qu'ils demandent, il y a tout ce qu'il y a autour qui font que finalement les entrepreneurs sont obligés de vivoter, comme tu dis, mais d'aller sur fonds propres, de colmater des brèches et voilà, ça fait que l'activité est lente et ne décolle pas comme ça devrait. Nous avons une Ouais. conversation assez intéressante, Emmanuel, et je voulais aborder la partie qui concerne les systèmes de paiement. Et je me dis qu'aujourd'hui, il y a quand même assez de facilité parce que par le passé, c'était pas évident parce qu'on regardait en fait le taux de bancarisation de nos populations et puis on se dit non, c'est mort si on décide de faire payer les gens. Alors Je ne suis pas d'accord qu'aujourd'hui, avec ce sujet. oui, je C'est laisserai pas un donner vrai ton sujet. avis. Dis-moi. Je ne suis pas d'accord pour qu'on dise ça. Parce que, en fait, le paiement n'est pas un problème. Aujourd'hui, même dans les pays dans lesquels il y a des outils de paiement un peu avancés, au Sénégal, on est un peu au milieu. On a Orange Money, Wave et quelques autres outils de paiement, un peu de carte de crédit, mais encore beaucoup de cash. Il se trouve que même les gens qui disposent de moyens de paiement, sur des sites qui acceptent les moyens de paiement, et ben ces gens-là, ils payent quand même en cash. Donc en fait, ce n'est pas le moyen de paiement le problème. Le problème, c'est la confiance. Et dès lors que la confiance est établie, là, on commence à entrer dans la logique, OK, maintenant, je fais confiance dans ce site, je n'ai pas envie d'avoir du cash sur moi, je n'ai pas envie d'être là nécessairement quand ils vont faire la livraison, donc je veux bien payer en ligne. Mais tant que la confiance n'est pas établie, en fait, les moyens de paiement sont hors sujet. Et pour l'instant, la confiance, globalement, n'est pas établie. Et donc, même si on avait même si le gouvernement du Bénin ou du Sénégal décidait qu'il y aurait une carte de crédit nationale pour tous les citoyens, un peu comme ça s'est fait au Maroc, ils ont tous des cartes de paiement qui ne sont pas des cartes Visa à proprement dit, mais qui sont des cartes marocaines de paiement national. OK, et qui sont sécurisés aussi, parce que c'était ça Qui sont aussi sécurisés. notre enjeu. La sécurité, c'est un sujet dont tout le monde parle, mais vous avez entendu parler d'un piratage de cartes de crédit autour de vous? Vous avez quelqu'un qui s'est fait pirater? Moi, je ne connais pas. Donc, je ne dis Non, pas qu'il n'y en a beaucoup pas, plus, enfin pas en mais Afrique quand même, mais c'est un ailleurs, oui. fantasme. Voilà, ailleurs, oui, bon, ailleurs, d'accord. Mais concrètement, en Afrique, on a tendance à parler de problèmes vus avec un prisme européen. Voilà. Les Européens, quand ils voient le e-commerce en Afrique, ils disent mais comment c'est possible? Il n'y a pas de moyen de paiement, il n'y a pas d'adresse postale, du coup ça ne peut pas marcher. En fait, si, ça peut très très bien marcher. On n'a pas besoin d'adresse postale, on a des livreurs qui sont payés, qui coûtent 10 fois moins cher qu'un livreur en Europe et qui est capable de Et passer un coup de téléphone ou un coup de qui vont WhatsApp. dans les Allô, t'es où? rues, la maison Et c'est ils à vont tel, appeler, voilà. voilà, tu t'arrêtes sous l'arbre, tu demandes au vieux, il va t'amener, et puis voilà, on résout le problème. Tu n'as pas de carte de crédit, c'est pas grave, j'amène le produit en bas de chez toi, tu descends, tu regardes, tu me donnes du cash, je le ramène à la maison et tout le monde est content. Donc, je veux dire que le moyen de paiement n'est pas un frein au e-commerce. Le vrai frein au e-commerce, c'est la confiance qui a été rompue, le contrat de confiance qui a été rompu à cause de tous ces bricoleurs et tous ces pseudo-commerçants. Maintenant, le jour où le e-commerce va vraiment décoller, eh ben, les moyens de paiement ils vont vraiment décoller. Mais je pense que c'est le e-commerce qui tirera les moyens de paiement et pas le contraire. Ce n'est pas l'absence supposée de moyens de paiement qui impacte négativement le e-commerce. On pourrait tous avoir des cartes de crédit, enfin des cartes de paiement comme au Maroc, ça ne changerait rien. Le vrai souci, c'est d'abord la confiance. Alors après, effectivement, il y a des choses qui se développent en Afrique. Au Sénégal, on a un acteur que vous allez, je pense, bientôt voir au Bénin, qui s'appelle Wave,
et qui a taillé des croupières au leader international qui est Orange Money. Et puis, ce sont des wallets, c'est du paiement mobile, des mobile. Oui. Ouais, En fait, c'est bon, il y a une situation, je voulais éviter d'aborder le sujet, mais comme c'est venu, on en parle. Wave était venu aussi, effectivement, au Bénin, mais ils sont Ah oui, ils repartis. n'ont On pas n'a pu pas trop s'installer, ouais. compris, Ils n'ont pas voilà. eu la licence. Ouais. Oui, Bon, ils l'ont ben, pas eu. c'est normal. Hein. Moi, Mais je pense que derrière, MTN on s'est bien a battu. récemment quand même appris qu'ils ont eu une certaine accréditation. Et c'est vrai que c'est pas un groupe purement africain, mais bon, ça, c'est pas le débat. Tant que ça apporte un service, parce qu'en fait, les Franchement, des réseaux, groupes comme tu purement sais, africains, quand on regarde des banques, hein, il n'y a pas beaucoup de banques purement il n'y en a africaines. pas Hein. non On plus. regarde les capitaux, C'est malheureusement. pour ça que je voulais pas faire ce débat-là, parce que ce n'est vraiment pas l'enjeu. L'enjeu primordial pour nous en tant que consommateurs, en tant que citoyens, c'est la qualité des services, justement. Et aussi, ils étaient venus avec une belle initiative, notamment sur les marges, sur, enfin, les surcoûts des transferts qui étaient moindres que ce que faisaient les réseaux Move, MTN, Orange. Donc, ça a véritablement créé un engouement au sein de la population, quoi. Donc, ça, c'est qualité du service et c'est ce Après, qu'on veut. il y a le lobbying des acteurs Des, existants qui essayent de bloquer l'ouverture de la porte à ces gens-là. La, la BCEAO est un outil d'immobilisme qui est au service des banques pour empêcher à des petits nouveaux d'aller disrupter le marché et d'aller leur pomper un marché sur lequel ils se font des choses en or. Et donc, effectivement, selon les cas, ils arrivent à complètement bloquer. Donc, par exemple, au Bénin, Wave n'a même pas pu mettre le pied au Bénin. Alors, bravo à eux. Ils ont réussi à maintenir leur oligopole et leur petit business entre amis, mais ça ne tiendra que ce que ça tiendra. Et jusque-là, la BCEAO avait réussi à bloquer tout le monde sur la licence d'émetteurs de monnaie électronique. oui. Si ce n'est qu'à donner quelques licences à gauche et à droite à des petits acteurs nationaux. Et là, la semaine dernière, je crois, Wave, justement, vient d'obtenir sa licence à l'international. Donc, ils A vont pu pouvoir avoir. peut-être revenir au Bénin avec une offre Là, maintenant, un peu puisqu'ils plus n'avaient pas la complète. licence, et on se dit qu'ils vont se redéployer et revenir au Bénin, Ouais. parce Bon, que, après, que ce voilà, soit Wave ou un autre, peu importe, mais en tout cas, ça bouge. Ça a déjà bougé hein, au Nigeria, au Kenya, les choses ont déjà bougé, sont déjà très en avance. En Afrique de l'Ouest francophone, on est très en retard. avec plusieurs acteurs aussi hein, dans ces autres pays anglophones en Afrique. Ici, on n'en a pas assez, et voilà quoi. C'est pas tellement une question de nombre d'acteurs, mais disons qu'il faut qu'il y ait suffisamment d'acteurs pour qu'il y ait une vraie concurrence. S'il Voilà. y a les quelques vieux crocodiles qui s'entendent entre eux pour se partager le marché avec les mêmes marges pour tout le monde à 3%, il n'y a rien qui va se faire. Là, ça ne marche pas, Mais si voilà. jamais il y en a un qui ne joue pas le jeu et qui casse les prix, qui descend à 1%, là, du coup, tout le monde sait la bataille et là, la concurrence commence à s'exercer. Donc, c'est vrai qu'au Sénégal, on a été à 3% jusqu'à l'année dernière. Avec Et du Orange, coup, les volumes, ils ne bougeaient pas. Hein. Ouais, avec Orange en particulier. Mais, enfin, je ne jette pas la pierre Orange parce que Free et Expresso, qui étaient les deux autres opérateurs, qui sont beaucoup plus petits, ils n'ont pas cassé le marché. Hein. Ils auraient pu dire, nous, on est tout petits, du coup, on prend des risques, on investit, on va. Mais bon, ils ont pris leurs 3% comme tout le monde et il a fallu que ce soit une start-up sortie de nulle part qui aille faire casser la gueule dedans, parce qu'aujourd'hui, Wave, c'est plus de volume que Orange Money. oui, c'est clair. Et tu vois, sur les marges, c'est carrément distanciel par rapport à ce que pratique, évidemment, c'est grand. Alors, Emmanuel, merci beaucoup. Et si on allait en fait résumer cet entretien, moi, je garderai la confiance. La confiance parce que c'est à raison ou à tort, c'est
En fait, dans la pensée collective, on pense qu'il y a beaucoup d'autres blocages, alors que historiquement, c'est parce que les populations ont été grugées qu'elles n'ont pas confiance au commerce électronique. Donc, les initiatives ou entreprises qui réussiront effectivement à marquer le client, le consommateur sur la confiance, ce sont ces entreprises-là qui vont réussir. Et évidemment, avec tout notre écosystème, il y a des améliorations continues. Et est-ce que tu es d'accord avec les gens qui disent que c'est plus que nécessaire parce que c'est un passage obligatoire le e-commerce sur le continent? Ah oui, je crois que c'est inéluctable, hein. Soit vous êtes acteur de ce changement, soit vous serez témoin du changement et vous allez le subir. Euh, mais j'ai envie de dire que même au-delà de ça, et enfin, ton résumé, je suis d'accord avec ton résumé sur le fait que c'est la confiance qui est la clé. Mais la confiance, c'est pas, il n'y a pas un manque de confiance pour des raisons de sécurité ou d'escroquerie, mais il y a un manque de confiance par manque de qualité de service et de fiabilité. Et ça, que vous fassiez du e-commerce ou pas, c'est différenciant. Si vous êtes le commerçant de référence qui a toujours 365 jours par an tel produit avec un prix fiable, avec une marge raisonnable, que vous êtes souriant, ben, vous allez cartonner. Au bout de 3 ans, c'est vous qui allez survivre et pas les autres. Et donc, dans le e-commerce, les choses vont encore plus vite, encore plus fort. Et donc, c'est des tendances qui sont encore plus violentes, potentiellement. Donc, il vaut mieux prendre les deux, hein. Merci beaucoup, Emmanuel. Tu me diras, est-ce qu'il y a un enjeu que tu penses primordial qu'on n'a pas évoqué là dans cette conversation? Parce qu'on a essayé de faire le tour de la question, mais est-ce qu'il y a des enjeux? Peut-être que c'est plus d'un. Est-ce qu'il Il y y a en a des un enjeux dont qu'on tu aura. souhaites discuter? Il y en a un que je vais juste évoquer, mais tu vas voir qu'on n'a pas le temps d'en parler. C'est l'éducation. Ah oui, La formation de nos jeunes entrepreneurs au lycée. Ils sortent du lycée, ils n'ont pas la moindre idée de ce que c'est qu'une entreprise. Ils font des écoles de marketing, ils n'ont pas la moindre idée de comment mettre en œuvre une campagne d'acquisition en ligne. On a un vrai souci de formation et ça commence depuis l'apprentissage de la lecture jusqu'à l'obtention des bac+5 et autres doctorats, donc on ne sait plus où les mettre. Et là, on a un souci au Sénégal comme au Bénin. Le Sénégal a longtemps été un peu le leader avec son université Cheikh Anta Diop. Moi j'ai recruté beaucoup au Sénégal, j'ai recruté beaucoup d'ingénieurs béninois qui étaient formés à Dakar, à l'école supérieure polytechnique en particulier. Les majors étaient souvent béninois parce que c'était un des débouchés potentiels pour un effectivement, ingénieur oui. brillant au Bénin. Il y a beaucoup qui Euh, partent au Sénégal pour ces études-là. Malheureusement, on n'a pas fait beaucoup de progrès depuis au Sénégal et donc on a encore des formations qui sont très en retard sur l'actualité du digital, qui sont en décalage avec le besoin des entreprises et je suis sûr qu'à Cotonou, les choses ont progressé, mais qu'il y a encore un Mais il y gros a encore décalage. beaucoup de pas à faire, oui. Je suis Et donc, d'accord. et ça, c'est un peu dramatique parce que aujourd'hui, faire du e-commerce, c'est simple. Je viens d'expliquer en quoi c'est même simplissime. Euh, il se trouve que ça ne va pas le rester tout le temps et que de plus en plus, il y a des notions un peu avancées d'intelligence artificielle, de big data, des choses qui ne sont pas à la portée de quelqu'un qui n'a pas fait d'études sur le sujet. Et nos offres vont être de plus en plus confrontées à des offres internationales. Donc, le jour où, je ne sais pas, Alibaba va débarquer à Cotonou, ça ne sera pas en 2022, hein, je vous rassure, mais c'est le jour où ça va arriver. C'est éminent. Alibaba, ils vont arriver avec leur intelligence artificielle, avec leurs outils très avancés, et il n'y aura personne à Cotonou pour leur faire concurrence ou même pour travailler avec eux. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles ces marques n'arrivent pas à s'implanter en Afrique de l'Ouest aujourd'hui, c'est qu'ils n'y arrivent pas à trouver les ressources.
où il faut prendre des repatriés. Enfin, c'est un peu ridicule, quoi. Donc, je pense que pour le développement à moyen et long terme du digital et de l'économie du Bénin, enfin globalement de toute l'Afrique de l'Ouest, il faut qu'il y ait un vrai effort qui soit fait sur l'enseignement. Et ça va, ça commence dès le primaire préscolaire et ça va jusqu'aux écoles d'ingénieurs, écoles de commerce. On a un problème et il n'est pas résolu. La formation, on n'en parlera jamais assez. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que ce n'est pas juste sur cet écosystème, mais sur beaucoup d'autres écosystèmes. Il y a besoin de recycler même des personnes qui avaient déjà suivi des formations du genre par le passé, parce qu'en fait, c'est une dynamique qui s'actualise au quotidien et il faut toujours recycler. Mais mieux, pour préparer la relève, je pense, comme tu as dit, qu'il faut repartir déjà à l'école pour commencer par implémenter les dynamiques liées au digital, au commerce électronique précisément, parce que, comme tu as dit, c'est le futur, c'est déjà le présent puisqu'on le vit et on n'est pas assez formé pour y faire face. Et voilà, malheureusement, hein, ça crée, j'imagine, beaucoup de dommages pour les entreprises qui n'arrivent pas à trouver les bonnes compétences pour pouvoir exploser dans ce secteur. Il ne faut pas prendre ça du côté du problème, il faut le prendre du côté de la solution. Donc, s'il y a un ministre qui nous écoute ou s'il y a un directeur d'école de commerce ou d'école d'ingénieurs qui nous écoute, contactez-nous. On vient former vos étudiants. Au lycée, on fait, je sais pas, on fait 3 jours dans chaque classe pour aller former les jeunes à l'entrepreneuriat. En école de commerce, on leur fait 2 mois de stage d'entrepreneuriat opérationnel en junior entreprise. En école d'ingénieur, on fait un équivalent. Bref, les solutions elles sont là. Il faut juste mettre les moyens qu'il faut très raisonnablement mettre en face parce que c'est des sujets d'avenir, donc il faut investir. C'est ce qu'a fait l'Inde, c'est ce qu'a fait la Corée du Sud. Il faut pas dire bah oui, on est en Afrique, du coup on va travailler avec des budgets que les ONG veulent bien nous donner. Non, Non, faut se battre sur les batailles qui comptent pour le futur. qui compte pour le futur, effectivement. Et on est en train de finir pour aborder la dernière partie, justement. Mais avant, ce sont des batailles qui comptent pour le futur et ça revient aussi hein, des prérogatives de l'État en matière de gouvernance, en matière de prospective, qu'est-ce qu'on veut pour le futur et il faut déjà commencer par le préparer dès aujourd'hui. Et je pense que, Emmanuel, toi, tu serais disponible de toutes les façons si tu es sollicité pour pouvoir, aujourd'hui, on peut trouver des formats où tu peux te déplacer, venir dans des universités, donner des formations, ça se négocie et voilà, ou à défaut, faire des formations à distance aussi. Je pense que comme on parle du digital, on doit pouvoir miser aussi sur toutes les possibilités que nous avons de nous former. Absolument. D'ailleurs, puisque tu en parles, je te remercie. Je vais faire un peu de publicité. Donc, effectivement, je propose des formations digitales en ligne. Je rebondis dessus et je m'excuse, mais en fait, ça date de cette semaine. Voilà, ça vient de sortir. Donc, voilà, tu as la primeur de l'annonce. Donc, ce sont des formations en ligne destinées, alors plutôt destinées aux professionnels, hein. Et sinon, oui, j'étais à Cotonou il y a 3 semaines pour une formation en digital. Alors, c'était au sein de la Société béninoise d'électricité, la SBE. Donc voilà, ça m'arrive de venir et Cotonou est une super ville, je serais prêt à revenir quand vous voulez. Mais effectivement, il n'y a pas forcément besoin de faire venir un gars de Dakar. Le digital est là, cette vidéo en est le témoignage. Toi, tu es à Cotonou, moi je suis à Dakar et voilà, ça se passe bien. On peut Et raccourcir la pour une formation distance. digitale, voilà, il n'y a pas forcément besoin de mettre les petits plats dans les grands, on peut avancer vite. D'accord. Merci et je laisserai si tu mets à disposition les liens aussi. C'est vrai que on peut te contacter assez facilement sur LinkedIn
le site Internet aussi, éventuellement. Tu utilises beaucoup plus quel réseau? Le micro. Pardon. Moi, je suis beaucoup plus sur LinkedIn. Le souci que j'ai sur LinkedIn, c'est que j'ai atteint le seuil des 30 000 Ok. contacts maxi. Et donc, du coup, je reçois plein d'invitations de gens qui veulent que je rejoigne leur réseau, mais que je ne peux pas accepter. Il Enfin, faut, il disons faut, il que faut juste s'abonner. il faut que je supprime quelqu'un pour pouvoir accepter quelqu'un d'autre. Alors, du coup, si quelqu'un m'envoie un message en même temps que son invitation, du coup, je vais effectivement supprimer quelqu'un pour l'accepter. Mais sinon, par défaut, voilà, c'est compliqué. Je ne veux pas virer quelqu'un juste parce qu'il y a quelqu'un que je ne connais pas qui me demande, qui m'invite à rejoindre son réseau. Donc, ce LinkedIn, c'est vraiment le, le réseau de prédilection. Sinon, tu peux aussi partager mon email ou je te mettrai un lien web. Enfin, voilà, il y a plein de… OK. Pour pouvoir te contacter En parce fait, que je pense que c'est sur mon important profil LinkedIn, il y a mes coordonnées également. aussi. Même si vous Voilà. n'êtes pas en contact avec moi, j'ai mis mon email en clair sur mon profil LinkedIn. D'accord. Donc, on a fait le tour. On a parlé véritablement des enjeux, également des défis, les chantiers sur lesquels on devra travailler pour pouvoir véritablement relever ces défis. Et si tu devrais dire un mot pour conclure cet entretien, qu'est-ce que tu nous dirais, Emmanuel? Je dirais que on est en Afrique de l'Ouest un peu victime d'un biais psychologique qui fait qu'on a l'impression que le marché n'est pas mûr, que on est en retard et donc c'est normal. Or, en fait, on est en retard et c'est très anormal parce que tout est là, tout est disponible pour que ça explose. Simplement, les acteurs ne l'ont pas encore réalisé. Et donc, ils ne se sont pas donné le mal de faire les choses bien. Et par conséquent, ça ne marche pas tellement et du coup, ça confirme l'impression de départ que bah oui, ça ne marche pas très bien, donc ça veut dire que c'est pas prêt. Non, ça ne marche pas très bien parce que vous ne faites pas bien le job. Moi, j'ai des exemples devant moi de sites e-commerce qui cartonnent mieux qu'en Europe. Simplement, ils font les choses bien. Ils font les choses bien jusqu'au bout, dans le moindre détail, et ça cartonne. Donc, il faut. Ma conclusion, c'est ne cherchez plus d'excuses parce qu'il n'y en a plus. Maintenant, il faut que vous cherchiez des solutions parce qu'elles existent. Faire décoller du e-commerce, c'est possible. Et si vous n'y arrivez pas, c'est ou bien que vous n'avez pas les compétences, et ça, vous pouvez aller les chercher, ou bien que vous ne faites pas les efforts, et là, il n'y a que vous qui êtes responsable. Donc, l'un dans l'autre, votre avenir est dans votre main. Vous pouvez cartonner le e-commerce. Ça y est, ça fait 2 ans maintenant que c'est mûr, que c'est disponible, ça peut partir. Il faut juste partir. Et évidemment, ça ne se fait pas par accident. Il faut une certaine détermination. Et donc, je serais ravi, mais on est plein sur le marché hein, à être disponible pour aider les acteurs déterminés à réussir. Merci beaucoup, Emmanuel. Effectivement, je suis rassuré là aussi de ta disponibilité. C'est déjà le moment de s'y mettre. Et effectivement, comme on a dit, autrement, ce sont d'autres acteurs plus géants qui ont les yeux sur le continent et qui viendront s'installer. Évidemment, qu'on les fait ou pas, dès qu'ils sont prêts, ils viendront, quoi, de toutes les façons. Donc, du coup, le futur du commerce, c'est le commerce électronique pour pouvoir justement raccourcir les distances, pour pouvoir livrer dans des délais plus courts et les produits de première nécessité pour justement faciliter la vie au quotidien aux populations. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ta disponibilité. Je sais que ce n'était pas évident, mais voilà, on y arrive. Merci à toi, merci beaucoup pour l'invitation. J'espère qu'il y aura de nombreux internautes à bénéficier de notre temps à tous les deux. Ceux qui nous écoutent ce soir ou qui vont nous écouter dans les jours qui viennent, mémorisez bien ça, hein,
le temps est venu, il faut se lancer. Et même si vous n'êtes pas encore lancé, il n'est pas trop tard, puisque les petits ont leur chance. Si vous avez peu de moyens, mais vous faites tout parfaitement, vous allez obtenir plus de résultats qu'un géant qui avance de façon un peu gauche. C'est l'avantage d'être sur des marchés encore peu mûrs, c'est qu'il y a encore des parts de marché à venir conquérir et que ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est le moment ou jamais. C'est assez intéressant. On a déjà passé l'heure de conversation. Merci beaucoup à toi. Effectivement, ce podcast est disponible sur YouTube en vidéo et en version audio sur Google Podcast, Spotify, Apple Podcast et toutes les plateformes habituelles du podcasting. Donc, ce sera avec plaisir que nous allons continuer d'échanger avec les internautes, avec toi, pour pouvoir relayer suffisamment ces enjeux-là et on espère que ce sera utile à ceux qui nous suivront. Merci beaucoup à toi. Alors, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette conversation. Si vous avez aimé, mettez le pouce bleu pour dire que vous avez aimé. Partagez avec vos proches, amis, avec vos collègues, avec des membres de votre famille qui seraient aussi inspirés par les partages de nos invités. Demandez-leur surtout de s'abonner et on prend prochainement le rendez-vous du podcast Connexion. Surtout si vous n'avez pas encore téléchargé votre exemplaire de l'e-book L'audace d'entreprendre, c'est plus que jamais le moment de le faire. Le lien est dans la barre de description. Téléchargez librement, lisez et revenez nous dire vos impressions par rapport au partage d'expériences d'une dizaine d'entrepreneurs sur le continent africain et au-delà. Surtout, n'oubliez pas, le blog joseahodade.com est toujours disponible pour que vous puissiez y lire des articles thématiques, y télécharger des ouvrages qui seront importants pour votre développement personnel, mais aussi pour partager des réflexions. Et je serai ravi d'avoir vos feedbacks après lecture. Sur ce, je vous dis merci d'être resté avec nous et à très bientôt